Café Noir, une émission présentée par Nadia Hadawi. Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir dans Café Noir deux journalistes femmes pour parler des médias. On prend pour prétexte le fait que Najiba Hamlouni, la doyenne des journalistes, soit écoutée, a été écoutée hier dans la Constituante pour parler des médias dans la Constituante. Bonjour Hidia Baraket, bonjour Olfa Blassine. Bonjour. Je suis contente de vous avoir aujourd'hui pour revenir... c'est aussi un prétexte qui va nous permettre de parler des médias et de la transition médiatique. Un hors-série de la presse que vous avez fait à l'occasion du 3 mai, le deuxième 3 mai que nous vivons après le 14 janvier. Médias en Tunisie, libre mais jusqu'à quand? Vous reprenez donc un slogan qui tombe à pic, celui du RSF, Reporters sans frontières. Comment ça a été ce travail, un concentré sur l'historique, sur des témoignages aussi des vôtres et ceux des autres. Comment vous avez vécu ce travail, Olfa Blassine et Hidia Baraket? En fait, ce hors-série est le deuxième que nous publions à la presse. Oui, effectivement. Le premier, on l'avait sorti à l'occasion du premier anniversaire de la Révolution tunisienne. Oui. Et dans l'esprit de ce premier hors-série, nous voulions découper la Révolution à partir de certains décors pour pouvoir comprendre. L'événement est inédit, inattendu. Il fallait le découper pour reconstituer la mosaïque. En fait, nous avons repris la même ligne pour ce deuxième hors-série et nous voulions déconstruire les mécanismes de la censure, de la répression des journalistes, de la propagande. Du rapport au pouvoir. Depuis l'indépendance. Oui. Et ça continuait bien sûr avec Ben Ali et les procédés se sont confirmés, sont devenus encore plus durs. Elles se sont affinées. C'est devenu une vraie machine. Oui. Et nous avons voulu justement comprendre cette machine. La comprendre en la déconstruisant. Nous avions travaillé beaucoup sur l'investigation et le reportage, Hidia Baraket et moi, en faisant des papiers d'enquête sur la TCE, comment elle a fonctionné. Hidia a travaillé sur le phénomène Abdouheb Abdallah. Nous avons aussi abordé la police politique, oui. La police de l'Internet. C'était ça l'esprit, redonner encore une fois au public un document pour l'histoire. C'était ça l'esprit. Oui. J'ajouterais de mon côté une autre motivation, un autre objectif, un autre travail qui est de fixer un peu l'instant aussi, de par l'historique, de par l'actualité, fixer un peu cet instant très, très particulier dont on ne connaît pas désormais l'issue, de le fixer, comme a dit Olfa, pour l'histoire, parce qu'on ne sait pas vraiment comment on va s'en sortir. Et c'est ce qui a c'est ce qui explique notre emprunt à RSF du titre Libre mais jusqu'à quand. C'est un peu cette problématique qui a traversé notre travail et elle commence à partir de la partie historique. Où nous essayons de démontrer que durant toute l'histoire des médias, toute l'histoire, non, mais l'histoire un peu des médias depuis l'indépendance jusqu'à la Révolution, il y a eu pas mal d'éclaircies qui ne sont pas réellement dues à des révolutions, mais qui ressemblent un peu à celles que nous vivons actuellement. Oui. Et à partir de là, tout le travail est traversé par cette inquiétude, cette angoisse, cette question hallucinante qui est de savoir si cette fois-ci encore ce n'était qu'une éclaircie de plus.
De plus. Oui. De plus. Et on le verra vers la fin, quand on arrivera à la troisième partie, on verra pourquoi justement on pose cette question. Oui, effectivement. Donc le premier numéro, on en avait parlé ici même dans Café Noir, Olfa Blassine, quand vous êtes venu en parler, Hedja n'était pas là. Donc j'invite nos auditeurs quand même à acheter ce numéro qui est encore dans les kiosques et où les trois parties vraiment, c'est du concentré, une partie sur l'historique, donc de 1956 à 2011. Après le 14 janvier, enfin libre, bon, point d'exclamation. La troisième partie, c'est Brouillard sur la planète média avec cette photo très suggestive et symbolique. C'est écrit, c'est en Tunisie, avec le lacrymogène qui sème le brouillard dans l'avenue Habib Bourguiba, donc c'est très significatif. Donc je voudrais un peu aussi donc revenir pour aider à comprendre pourquoi on n'arrive pas aussi à installer, à mettre en œuvre les décrets et lois qui sont censés protéger les journalistes aujourd'hui. Dire que quand même c'était pas facile parce qu'il y a une omerta aussi au sein du milieu des journalistes, de notre milieu. Pourquoi est-ce qu'il y a cette omerta et comment ça a été vécu pour vous, Hedja et Olfa, la difficulté de témoigner vous-même dans ce numéro où vous êtes en même temps impliqué, c'est-à-dire peut-être que c'était pas évident de prendre la distance pour dire tout ça. Est-ce que vous avez été, est-ce que c'était une souffrance? Est-ce que c'était facile? C'était pas facile? C'était pas toujours facile. Revenir sur le passé, revenir sur les souffrances, interviewer les gens qui ont été persécutés par la police politique, revenir à la lourdeur du phénomène Abdelwahab Abdallah qui nous traumatise encore, revenir au procédé de la censure qui nous traumatise encore. Nous sommes encore dans un traumatisme. Oui. Je pense que tous les journalistes qui ont gardé cette déontologie, qui se sont cramponnés au code déontologique pendant toute cette période-là, sont encore traumatisés par cette stratégie de l'humiliation. Lorsque tu fais un papier, une investigation, une enquête, un reportage, et que ton rédacteur en chef ou ton directeur te fasse la leçon et il ne te dit pas directement non, vu les conditions politiques, on pourrait pas passer ce papier. Non, il te dit pas ça. Il te dit tu n'as pas bien fait ton travail. Tu as omis d'aller voir les officiels. C'est un papier état d'âme. Tu n'es pas dans la ligne. Tu n'es pas dans la ligne. Tu n'es pas dans la ligne éditoriale. Comment tu n'es pas dans la ligne? Tu ne connais pas la ligne éditoriale. Donc, on est passé tous par cette stratégie de l'humiliation qui nous a, à un certain moment, complètement déprimés, complètement déstabilisés. C'est très dur de revenir sur ça. C'est très dur. Oui. C'est très dur. Pour moi, ça a été très dur de voir quelqu'un comme Ayman El-Rezghi qui a été pendant des années persécuté par la police, dont le téléphone a toujours été sur écoute. Ses parents ont été harcelés. Il ne peut pas sortir il peut pas se mettre dans un café sans qu'il y ait un gars gros avec des lunettes noires qui le regarde, qui le harcèle. Donc c'était très très dur. Mais il fallait le faire. Il fallait casser ce silence. Je pense qu'il fallait le faire. Ouais. C'est un moment de vérité. Nous avons voulu offrir au lecteur un moment de vérité. Et un moment de vérité qui vient des journalistes. Pourquoi pas? C'est la vérité des journalistes. On a aussi... Bien sûr, c'est ce que tu dis, Olfa. D'ailleurs, dans Bayonné, nous l'avons toujours été. Quand tu dis, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé au sein des rédactions. Personne ne peut savoir, sauf les journalistes. Exactement. Et nous avons aussi fait appel, Hedja et moi, à des experts. Il y a des articles qui ont été écrits par Siara Bishwira, politologue, enseignant, chercheur sur les médias. Membre de l'INRIC. Il a passé la moitié de sa vie à faire des recherches. Nous avons fait appel à Riyad Ferjeni aussi. Sociologue en communication. À Sir Abdelkrim Hizaoui. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont été associées. Oui. Moi, je voudrais encore une fois ajouter à la douleur de remuer le passé, de remuer les souvenirs, de replonger dans la douleur qu'on avait d'être journaliste, de naître journaliste. Ajouter à ça la frustration que
personnellement, j'ai ressenti à faire ce travail avec toute l'envie qu'un journaliste, aujourd'hui, après le 14 janvier, a envie de passer à autre chose, de travailler sur le pays, de travailler sur les gens, d'écrire sur les régions, d'écrire sur ce qui se passe en politique. C'est vrai que c'est un dossier hautement politique et ça fait partie, c'est un pilier de la transition médiatique, mais aussi à un moment, on a très très envie de passer à autre chose, de régler notre problème, de faire notre deuil du passé et de voir l'avenir. Mais là, malheureusement, à ce jour, il y a aussi cette autre frustration. Moi, j'ai rouvert hier notre hors-série et je vois, parce qu'en le terminant, en le faisant, on avait peur d'être dépassé par une certaine actualité, que par exemple les décrets-lois soient finalement mis en vigueur. Et là, c'est le statu quo. Oui, c'est le silence total, c'est l'opacité, c'est l'attente. Que signifie cette attente? Est-ce qu'on veut nous avoir à l'usure? Est-ce qu'on va devoir passer à une vitesse supérieure et travailler, faire de l'investigation sur d'autres sujets sans le parapluie juridique? C'est ça la question maintenant. Exactement. Les décrets-lois 115 et 116 sont malheureusement bloqués parce qu'il n'y a même pas de réel, de motif réel. Il y a l'article 7 autour duquel il y a toute la polémique, mais on sent que l'article 7, c'est vraiment, le décret-loi est au centre d'un jeu d'intérêt et de pouvoir entre le gouvernement, une liberté d'expression n'arrange pas, et entre un groupe de pression et de lobby qui sont les directeurs, les patrons des médias, le syndicat des directeurs des médias, aussi, qui ne veulent pas perdre des avantages hérités de l'ancien régime. C'est toute la problématique de l'article 7. Sans plus, les gens qui le bloquent ne veulent pas d'un plus de liberté, ils veulent d'un moins de liberté. Oui, ce qui est intéressant dans votre travail, d'ailleurs, Hedja Baraketi ou Blassine, c'est que vous êtes revenu sur tous les tenants et les aboutissants du secteur des médias. Vous parlez du rôle et de la dictature aussi dans ce qui a été fait au sein de l'IPSI, l'Institut de presse. Vous revenez sur les intérêts et le pouvoir entre les patrons et les journalistes, entre la police et les journalistes, entre le pouvoir et les journalistes. Et d'ailleurs, l'interview avec M. Lotfi Zitoun, conseiller auprès du Premier ministre, est intéressante en ce sens-là, une longue interview où vous lui laissez s'exprimer sur la télévision nationale, sur ce qu'il pense, lui, comme la révolution qui n'a pas été assimilée par les journalistes. Est-ce que vous avez accepté qu'il vous dise ça au moment de l'interview? C'est une interview, il fallait accepter la règle du jeu. On le fait parler, on lui pose nos questions. Mais il y a eu beaucoup de débats dans les coulisses qu'on n'a pas rapportés parce que on a fini par discuter. On a beaucoup discuté avec lui et nous avons remarqué beaucoup de malentendus entre les hommes politiques représentés par M. Zitoun, actuel, et les journalistes. Lorsqu'il dit qu'un journaliste ne peut pas être neutre, même s'il travaille dans un média public, et que nous avons essayé de lui faire comprendre, de lui expliquer, Hedja et moi, que c'est à l'école qu'on a appris ça, qu'il y a des techniques, qu'on apprend ça à l'école et qu'on peut dépasser sa subjectivité en étant professionnel. On oublie son côté partisan, sa sensibilité. Ouais. Oui, on peut le faire. On peut le faire en faisant de l'information, en faisant des enquêtes, en faisant pas en écrivant des opinions, mais en faisant de l'information. On peut dépasser ça et il y a des techniques. Alors, M. Zitoun nous répond, c'est de la théorie. Et si c'est ça les enseignements que vous avez reçus, vous avez été leurré. Vous avez été berné, vous avez été leurré. Donc il y a des malentendus de fond
entre les journalistes. Ils ne comprennent pas comment nous procédons, comment nous travaillons, quelle est notre démarche, comment nous procédons sur le terrain, le travail de recoupement que nous faisons avant d'avancer quoi que ce soit. Donc, ils n'ont pas confiance. Et moi, je trouve que ce manque de dialogue explique un peu ces blocages aujourd'hui concernant, par exemple, les lois, concernant cette consultation qui a été faite dans tous les sens, en impliquant des personnes de l'Ancien Régime. Comment des personnes de l'Ancien Régime peuvent-ils adhérer à un projet révolutionnaire qui casse leur plan de carrière? C'est ça le problème. Et pour revenir au hors-série, nous avons essayé vraiment d'une manière, à notre façon, avec nos propres moyens, de faire un tout petit peu un éclairage sur cette justice transitionnelle concernant les médias qui n'a pas été faite. Nous avons révélé des noms qui ont été impliqués dans les mécanismes de la censure et de l'humiliation des journalistes. C'est pour la première fois que certains responsables ont été cités, qu'il n'y a pas que Abdelwahab Abdallah. Voilà, avec les faits, avec des dates. Ouais. Donc, pour nous, c'était important. À mon avis, c'est vraiment un moment de vérité. Un moment de vérité qui est marqué dans le temps. C'est le 3 mai 2012. Ouais. Peut-être dans une année, on aura d'autres choses comme pour la Révolution, pour le hors-série sur la Révolution. C'était la vérité à laquelle on est arrivé à ce moment-là. Peut-être que les gens vont commencer à parler, à s'exprimer, enfin les journalistes, les responsables. Oui, Hedja, tu voulais dire quelque chose? Oui, sur cette transition, en fait, donc le fait quand même de revenir à des trucs occultés, à des choses, à des témoignages, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe a tendance à nous faire oublier que nous n'avons pas réglé des problèmes par rapport à ce vécu-là. On a un peu là cette impression, et donc qu'on va oublier et recommencer justement la petite éclaircie qui va vite disparaître. Espérons que non, parce qu'il y a autant de raisons de croire que ce n'est qu'une éclaircie que de raisons parce que là, depuis le 14 janvier, c'est quand même une vraie révolution. On a pu quand même aussi démontrer que les médias, malheureusement, une partie de l'opinion publique s'acharne à désigner comme les médias de la honte. Les médias de la honte, comme un traître, comme un criminel, que c'est un monde riche de ces figures, de ces écoles, de ces publications scientifiques, de tout ça, que ce n'est pas. Oui. Et là, je reviens aussi sur le malentendu, sur la relation actuelle médias en politique, espérons que ce ne soit qu'un malentendu, mais on craint que ce ne soit pire, parce que il y a, moi je pense, au bout de notre travail, on se rend un peu compte que c'est un vrai télescopage entre deux représentations complètement différentes des notions de pouvoir et de médias et du rôle des médias. Il y a une représentation qui est la nôtre, qu'on a appris à l'école, qu'on a une représentation rationnelle des médias qui sont le pilier de la démocratie. Il y a cette autre représentation qui est malheureusement chez les hommes politiques et chez une partie de l'opinion, qui est le fait que le média doit être un porte-voix du pouvoir et quelque chose qui soutient le pouvoir et malheureusement, par exemple hier, dans la soirée d'hier, une télévision privée, Hannibal, que je cite, Hannibal avait une soirée comme ça, moi je zappais au hasard, la soirée était consacrée à une émission avec le président de la République, 2 heures d'émission au Palais de Carthage. Et puis bon, ça c'est une émission que certainement une majorité de Tunisiens ont regardée. Et vers la fin, j'ai découvert ce qu'est le journal télévisé d'une télévision privée qui aujourd'hui remet en cause l'article 116 et la Haïka. Alors le journal, il est pire
que les journaux télévisés du temps de Ben Ali. Je me suis couchée avant qu'il ne soit terminé, mais il y avait tous les ministres, j'en ai fait, tous les ministres sont passés avec tout ce qu'ils ont fait pendant la journée. Tous les ministres. Ouais. On va juste faire une petite pause musicale pour respirer. On revient à Olfa Blahcine et Hedia Baraket. On écoute un petit peu de Randy Crawford, Knocking on Heaven's Door. Nous aussi, on le fait. Getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on a heaven's door. Knock, knock, knocking on a heaven's door. Knock, knock, knocking on a heaven's door. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Knock, knock, knocking on the heaven's door. He said, I'm gonna put my guns into the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. And I feel like I'm knocking on heaven's door. Well, Rebonjour, donc aujourd'hui Café Noir reçoit deux journalistes femmes pour parler des médias, Hedia Baraket et Olfa Blahcine, qui ont fait ce travail intéressant, qui est une archive historique. Effectivement, Olfa Blahcine, c'est une archive, un hors-série, médias en Tunisie libre, mais jusqu'à quand? On aimerait revenir aussi sur que vous disiez, Hedia Baraket, tout à l'heure, les figures. Justement, il y a une interview de Rachida Naifel, qui était aussi l'une des présidentes de l'association des journalistes. Il y a aussi une interview de Hamida Ben Salah, qui est aujourd'hui à l'AFP, l'agence France Presse, qui a elle aussi subi les contre-coups de la dictature et des effets de la dictature, même s'il était à l'AFP. Est-ce que ce ne seront pas les femmes, rapidement, parce que j'ai encore plein de questions, on n'a pas encore beaucoup de temps, Hedia et Olfa, ce sont les femmes journalistes qui ont subi plus peut-être les contre-coups de ce vécu ou pas? Moi, je pense ça a été à égalité, je Parce pense. que finalement, il y a trois femmes. Là. Il y a notre Oui. collègue Oui. Sarah Rachid qui témoigne Oui. sur le JPF de la radio. Il y a Rachida Naifel et il y a Hamida Ben Salah. Il y a beaucoup d'hommes, il y a peut-être plus d'hommes, mais peut-être que les figures des femmes sont marquantes parce que On a peut-être elles fait n'ont un zoom sur un elles, zoom. mais dans le Voilà. contenu, il y a, il y a aussi il les y a témoignages aussi- des hommes. voilà. Beaucoup de témoignages c'est d'hommes. je crois que c'est à égalité, mais par contre, par exemple, les choix n'ont pas été du tout laissés au hasard. Rachida, on l'a choisie comme vraiment une figure emblématique du domaine parce qu'elle était journaliste, elle a été obligée, contrainte à quitter cette profession, cette passion qu'elle a et d'aller enseigner le droit. C'est vrai que c'est très important aussi, mais on la sent toujours aussi frustrée d'avoir quitté sa vraie passion. Et puis qu'elle a été une grande militante.
et qu'elle a été la première présidente de l'AJT. Ouais. Pour ce qui est de Hamida Ben Salah, elle est aussi emblématique par ailleurs en ce sens où elle a subi des pressions, ouais. Indéfinissable et qu'elle a gardé le silence. Pourquoi elle a gardé le silence? Parce qu'elle dit si je milite, je vais sortir de mon rôle de journaliste. Alors, elle a fait ce choix cornélien, ce choix très difficile de continuer à travailler comme s'il n'y avait pas de pression et de dire du moment qu'elle elle a subi ça dans son corps et elle est entrée en dépression juste après le 14 janvier. Ouais. Donc il nous reste 5 minutes, j'ai tellement envie de décrire ce supplément. Les titres sont magnifiques, vous avez fait un travail aussi sur la mise en page. Abdelbar Abdallah, le presse-papier, je trouve que c'est vraiment extraordinaire comme titre. ATCE, propagande, mensonges et vidéos, et aussi la police politique contre les journalistes, les tortionnaires des mots. Et vous revenez aussi dans un encadré qui est très actuel aujourd'hui sur Ramzi Bettaibi, alias Winston Smith, chronique des années de prison, et qui est aujourd'hui en grève de la faim pour revendiquer lui aussi la liberté d'expression, la liberté de presse, et justement cette concurrence que vous cassez, parce qu'au début il y avait un problème entre les blogueurs et les journalistes, mais vous faites un portrait à Hamadi Kaloucha, et donc vous dites finalement qu'il n'y a pas de problème, non, entre ces deux groupes à mon avis, qui se sont rejoints après la Révolution. À mon avis, il faudrait que les deux, les journalistes citoyens et les journalistes qui travaillent dans les médias classiques arrivent à dialoguer. Nous avons une même bataille, c'est la bataille de la liberté et de l'indépendance. Et il faudrait, c'est dommage que nous nous réunissions si peu ensemble, qu'on les voit si peu dans les séminaires sur les médias. Ils sont un tout petit peu retranchés. Il faudrait qu'un jour, on arrive vraiment à communiquer et à travailler ensemble. Pourquoi pas ne pas faire d'enquête ensemble? Quelqu'un comme Ramzi Bettaibi, qui travaille aujourd'hui sur les snipers, et Hedia et moi, nous avons beaucoup travaillé sur ce thème. On pourrait faire des choses ensemble et les diffuser en même temps sur Nawet et sur la presse. Donc, il y a des possibilités. Ça pourrait nous enrichir les uns les autres. Ils ont une liberté de ton, ils ont une fraîcheur, et nous avons le professionnalisme, nous avons la rigueur, nous avons le sens de l'investigation, nous avons plus de temps. La presse écrite, voilà, nous ne travaillons pas dans l'immédiateté comme eux. Donc, on pourrait se compléter. Non, mais eux, ils font ça bénévolement aussi. C'est le problème qui se pose. Donc... Alors, il reste 2 minutes. Sarah Rajhi est là, justement, on en parlait tout à l'heure pour donner les informations. Est-ce que les journalistes vont rester dans l'œil du cyclone et comment sortir de l'œil du cyclone? Hedia Baraket et Olha Bahsin. Bon, une question très épineuse. Comment s'en sortir? Est-ce que la loi suffit? Est-ce que si on met en pratique le décret-loi, c'est suffisant? Non, les lois ne sont jamais suffisantes, mais les lois, ça constitue le parapluie, constitue la garantie de faire son travail sur le terrain sans gros pépins. Pour le reste, il y a bien sûr beaucoup, il y a toute la formation, on le dit dans la 3e partie, on s'ouvre sur les perspectives, il y a toute la formation qui est à refaire, la formation initiale et la formation continue. Il y a le travail psychologique. Le professionnalisme. Il y a le travail psychologique. Il y a aussi l'unité des journalistes. Il y a l'unité, il faudrait qu'on s'unisse, il faudrait qu'on soit solidaires. Sinon, à mon avis, on va arriver à une confrontation parce qu'aujourd'hui, les journalistes n'ont plus peur. Et d'ailleurs, il y a une thématique, plus jamais peur. La peur est tombée. Je pense que si ces malentendus continuent et si on nous empêche de faire notre travail, un jour, il y aura une confrontation. Il y aura des grèves de la faim, comme aujourd'hui Ramzi Bettaib et tout le groupe autour de lui. Et ça, on n'aimerait pas. On aimerait travailler enfin, après 55 ans de propagande et de répression, dans la sérénité. Oui. Moi, je dirais qu'il y a un grand moment de liberté encore. Malgré tout, malgré l'absence de garantie, il y a un grand moment de liberté que nous devons exploiter. Ouais. On a plus le temps, mais je voudrais encore revenir. J'ai pas parlé de Riyad Ferjeni, l'interview de Riyad Ferjeni qui met à plat aussi beaucoup de choses importantes. Le rôle de l'INRIC, le rôle du syndicat dans toute cette transition. Je crois que je referai un autre spécial sur le sort Syrie avec Riyad Ferjeni. Merci beaucoup, Alpha Blahsin. Merci beaucoup, Hedia Baraket. Les infos, je crois que c'est avec Samira Ranouchi finalement. Au revoir.
Une émission présentée par Nadia Hadawi. Ça déménage.